J'aimerais tout d'abord remercier Monsieur le Président de l'Université d'être des nôtres aujourd'hui, malgré ses nombreuses occupations. Alors, je lui cède tout de suite la parole. Ensuite, je prononcerai une très brève allocution. Je passerai par la suite la parole à Madame Sonia Mini, qui est la coordinatrice de ce colloque. Et enfin, donc, Monsieur le doyen qui nous rejoindra ouvrira donc, les travaux de ce colloque. Alors, je passe la parole à Monsieur le Président de l'Université. Permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue à tous nos invités, qu'ils passent un bon séjour parmi nous et que ces colloques abordent la question qui me semble d'actualité aujourd'hui. Permettez-moi de vous exprimer toute mon émotion d'être ici parmi vous pour une nouvelle aventure scientifique. Pas de problème. Alors, je commence mon allocution. Monsieur le Président de l'Université, mes chers collègues, chers étudiants, j'aimerais tout d'abord, en votre nom à toutes et à tous, souhaiter la bienvenue à nos hôtes étrangers et les remercier de leur présence parmi nous. Nous avons pensé à organiser ce colloque sur le conte, car ce genre connaît, à l'heure actuelle, un regain d'intérêt. Le conte occupe une place particulière dans la typologie des genres littéraires, puisqu'il fait l'objet non seulement de la part des littéraires et des linguistes, mais aussi des anthropologues, des psychologues, des philosophes et des sociologues, de nombreuses études. Madame Sonia Mini. Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, permettez-moi tout d'abord de souhaiter à mon tour la bienvenue dans notre pays à nos hôtes, les éminents chercheurs spécialistes du conte venus d'Algérie, du Maroc, du Liban, de France, d'Espagne et d'Afrique du Sud. Mes remerciements s'adressent aussi à mes collègues tunisiens qui ont bien voulu contribuer par leur communication à ce colloque. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce colloque. Universel de ce genre est probablement illustré par la diversité des pays représentés dans notre colloque et par la variété des communications que nous aurons le plaisir d'écouter. Nous avons organisé nos travaux en 4 séances générales, la journée du jeudi, la matinée du vendredi et celle du samedi matin. Les travaux de l'après-midi du vendredi se dérouleront en 2 ateliers. Nous avons aussi essayé de regrouper les communications en fonction de 6 centres d'intérêt qui sont les suivants. Évolution et transformation du conte, initiation sacrée, surnaturelle et fantastique, transmission de la culture et préservation de la mémoire, adaptation du conte, transposition littéraire du conte et conte et transgression. Bienvenue à tous ceux qui viennent de l'étranger et à tous nos collègues et amis et à nos étudiants, chers étudiants qui sont parmi nous. Je voudrais également remercier Amel Farfer, qui est notre directrice de département, qui a fait un travail merveilleux de préparation, toujours dans la bonne humeur et la convivialité, et surtout remercier celle qui a été, comme l'a dit si justement Amel, la cheville ouvrière de ce colloque, à savoir Sonia Mini, qui a pratiquement tout fait. Nous, on n'a fait que l'encourager, on a été des supporters passifs, et elle a été vraiment... elle a été là pour tout, pour la préparation de tout, et je voudrais la remercier très vivement en mon nom et au nom de tous les autres. Que j'ai pu lire dans le programme. Je remercie vivement Sonia Mini, qui a vraiment été d'une disponibilité infinie, dirais-je, pour nous aider à organiser ce colloque, à venir ici et à être accueillis dans des conditions absolument merveilleuses. Donc merci à tous pour cette hospitalité tunisienne que je savoure à chaque fois que je viens en Tunisie. Donc je me propose d'interroger ce matin synthétiquement un corpus de contes qui, s'il est connu des conteurs et parfois mis en scène, demeure hélas assez peu commenté par les critiques,
du moins les critiques littéraires francophones. Lire des contrats civiques, les transmettre, participe de cette même volonté de recollection des étincelles. Avant de commencer ma contribution, je m'adresse aux organisateurs ou aux organisatrices du colloque pour les remercier pour les efforts qu'elles ont fournis. Je remercie aussi Madame Sonia Mihiri. Elle a quand même eu la peine de venir m'attendre à l'aéroport et de me déposer jusqu'à l'hôtel. Merci beaucoup. Et voilà. C'est ma troisième contribution à l'université dans une université tunisienne, la deuxième à Tunis, et j'ai fait une autre à Split l'année dernière. Donc j'espère qu'il y en aura d'autres. Voilà. Donc aujourd'hui, j'ai un petit travail sur La nuit sacrée de Taha Ben-Jelloun, un roman que nous connaissons tous, une histoire que nous connaissons tous, que nous ne pouvons pas comprendre sans avoir lu L'Enfant de Sable, parce que le premier est la suite du second. En fait, j'ai un certain nombre de points à traiter dans ce roman parce qu'en fait, pourrions-nous l'appeler roman? Je voudrais remercier les deux intervenants, les deux contributions ont été particulièrement intéressantes. Et j'aurais une petite question à poser à mon professeur Opno. Bien sûr, vous avez parlé de la mystique, de la démarche herméneutique qui est au centre des contes hassidiques. Je vous en remercie parce que vous nous avez présenté ce corpus effectivement peu connu dans nos traditions universitaires tunisiennes et un corpus très intéressant donc à étudier, à peut-être engager des travaux de recherche de jeunes chercheurs sur ces textes-là. Ma question est la suivante. Est-ce que vous avez peu parlé des mécanismes narratifs dans les contes hassidiques? Alors j'aimerais savoir comment se fait la jonction dans ce corpus entre ce que vous avez appelé la relation maître-disciple, la démarche herméneutique, etc., et les mécanismes narratifs mis en place et employés de façon récurrente et donc pertinente et représentative de ce corpus-là, en particulier, par exemple, la polyphonie, comment s'articule l'herméneutique avec la polyphonie, par exemple. Etc. Et ces contes étaient les préférés des veillées bretonnes qui se déroulaient au XIXe siècle. Et Musel avait d'ailleurs fait deux recueils de veillées bretonnes où il a réinventé les veillées de son enfance. Voilà, donc l'oxymore maternité virginale que j'utilise pour le titre de cette intervention, donc maternité virginale dans le conte folklorique français, cet oxymore correspond à une situation paradoxale que l'on trouve dans quelques contes. L'étude que j'ai effectuée il y a près de 25 ans, suite à une recherche consacrée au Petit Prince conte pour enfants à l'usage de jeunes apprenants. Travaux oubliés dans un fond de tiroir, ce colloque, dont je remercie les organisatrices et plus particulièrement Sonia Mihiri, m'en a rappelé l'existence, occasion.
En particulier, il y a 3 données qui déposent en faveur d'une substantielle fidélité au récit originaire et sont, en premier lieu, l'affirmation selon laquelle les loups-garous se réunissent un certain jour de l'année. Et à ce colloque très intéressant. Alors, en fait, moi je suis spécialiste du Moyen-Âge. Là, je veux faire un petit excursus jusqu'à l'époque moderne, parce que, en fait, je vais m'occuper des créatures un peu particulières qui sont les incubes, ou incubi, et qui retournent en effet pas dans des contes oraux, mais dans des récits de littérature fantastique du XIXe siècle, c'est-à-dire surtout la figure du vampire. Les cauchemars, ou incubi, en effet, présentent une sentimentologie universelle et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui 4 communicantes. Vu qu'il y a 3 absentes pour cette matinée, donc il n'en reste uniquement 4 qui vont passer l'une après l'autre. Ensuite, après les 4 communications que nous allons écouter, il y aura un débat. J'ai le plaisir de présenter en premier lieu Mademoiselle Susana Justo Barrera. Dans la première partie, je veux faire une réflexion sur la place de la littérature orale au sein de la littérature comparée. Et dans ce deuxième moment, je veux faire une brève réflexion sur les rôles du conte kabyle comme moyen de conservation et cohésion socioculturelle et de construction identitaire à niveau transnational. Bon. À l'heure de parler aujourd'hui de certains termes comme culture ou aussi littérature, on pense inévitablement à la globalisation économique et technologique, laquelle a diffusé une version spécifique de la culture démocratique occidentale. Une conception qui associe implicitement la culture avec l'industrie culturelle, l'économie culturelle, et dont les origines peuvent être situées au début du VIe siècle, étant étroitement liées à l'émergence de l'État-nation et du système économique capitaliste. C'est un moment où l'on peut observer aussi une intensification de la focalisation sur des textes écrits de la part du monde lettré européen, ce qui, comme signale Walter Lang, aura des conséquences idéologiques très marquées qui conduiront au mépris et aux conséquences des intérêts pour les formes artistiques verbales orales. Bien sûr, la presse a eu un rôle très important dans ce processus de consolidation moderne de la culture, de consolidation de la conception moderne de la culture, et ayant une grande répercussion autant sur le plan de l'individu, comme en témoignent les travaux de Walter Lang, Marshall McLuhan ou Eric Haberle, et que sur celui de la collectivité, par sa fonction dans la construction des identités nationales. De cette façon, il surgissait progressivement une vision chaussifiante du fait culturel qui, avec le renforcement reçu au XIXe siècle grâce à l'expansion pour les continents européens du procès d'industrialisation à la gestation du nouveau marché des bases capitalistes et d'un public de consommateurs de ces objets culturels, conduirait à une totale... En tout cas que nous identifions les contes populaires de Abdelaziz Laoui, conteur tunisien par excellence. L'étude que nous proposons de l'un de ces contes s'inscrit dans une perspective rhétorique et sémantique. L'objet de cette étude sera l'usage des lieux communs et des expressions idiomatiques dans le conte. Nous vérifierons alors l'hypothèse selon laquelle les lieux communs s'intègrent dans la fabula générale pour participer à la construction de l'univers du conte, à sa progression, à son développement, ceci d'une part, et d'autre part, nous verrons quel est le rôle au moment de la réception et comment les expressions idiomatiques permettent de les illustrer et de les justifier. Nous allons donc commencer par identifier ce que c'est que les expressions idiomatiques et les lieux communs. Ensuite, nous allons appliquer donc un travail sur un conte, Gézé Ethera,
traduction, l'honnêteté récompensée. Alors, pour les lieux communs, donc, la définition courante. Ben Mansour ouvre son texte en citant Étiamble. Se levant comme une récitatrice devant le Créateur, la femme fonde un répertoire, une bibliothèque, des archives. Le premier cahier de chansons, ce fut la mémoire d'une femme, et ainsi du premier recueil de contes. La femme se donne le souci et le plaisir de faire vivre ce que les hommes condamnaient à l'oubli. Page 7. Défile alors un cortège de proverbes, versets coraniques, chants, anecdotes, et le premier conte est introduit à la page 57, juste après l'explication donnée par l'arrière-grand-mère à l'héroïne du titre du roman « La prière de la peur ». Je cite l'auteur. C'est un rituel instauré par le prophète Mohammed pour conjurer la peur. Un prophète aussi peut éprouver de la frayeur, être traversé de doutes. Mohammed, sur lui la paix et le salut, n'avait pas honte d'avouer son anxiété et son épouvante face à la mort, ma fille. Il n'avait cessé de répéter « Je ne suis qu'un homme ». C'est cela le sens de cette prière. Page 56. Explique la Kenza. Dans notre roman, le conte a un pouvoir libérateur. Il agit comme surgissement du substrat zoro d'une avant-langue, qui témoignerait des soubassements, mais aussi d'un étouffement vocal, qui serait un amont obscur de la langue. L'écrire est un passage de l'arabophonie et de la berbérophonie à la francographie. Mais il est aussi évolution de la langue des femmes. Son écriture apparaît ainsi comme un désir de dépassement de l'aphonie. Assad Jebar cherche à parler et à dire d'autres dans une écriture dont le seul critère n'est ni la permanence, ni le public quantitatif, mais le degré de nécessité, dit-elle. Elle écrit alors pour se situer en tant que francophone voice. L'expression donc est Assad Jebar, qui définit son écriture, son annonce et sa percée dans un hors les langues et dans une lignée vocale vibrative et féminine. Elle avoue pratiquer la francographie, espace du déploiement de la française, a obtenu un master en études théoriques et comparées de littérature et qui a travaillé plus particulièrement sur les littératures de l'Afrique subsaharienne en langue française. Est un petit héros africain qui va sauver son peuple et détruire la méchanceté de la sorcière Carabat. Que l'Europe essaie de montrer une image proche de l'Afrique en évitant au maximum de ces stéréotypes et fixant son regard dans les réalités africaines. La première scénique et qui concerne la fiction ondine, la deuxième scénique aussi mais qui est due à un premier procédé de mise en abîme théâtrale, Salombo. La troisième temporalité est celle de la deuxième fiction qui se joue sur la scène et qui est celle des origines de Bertha. Si nous essayons pour chaque intrigue de parler de temps dramatique et de temps scénique, nous nous retrouvons avec un temps scénique premier qui est celui d'un spectateur premier, mais qui lui-même représentativité du Coran précieux. Pour elle, être précieuse, c'est surtout vouloir se mettre en valeur. Dans quelle mesure son recueil « Les contes des contes », publié en 1698, apparaît-il comme le miroir des précieuses? Dans un premier temps, nous étudierons le dont les versions écrites sont aussi variées que les versions orales. Le noyau narratif est le même pour toutes les versions. Un marché de partage d'une récolte conclu entre un être. Donc le conte, c'est un petit épisode, donc bref, et le conte conviendrait beaucoup plus à... Dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours il coûte trop cher. Autre moralité. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus des soucis terribles qui demandent l'impossible. Multiples, les effets stylistiques, les glissements narratifs d'un genre vers un autre et les palabres d'une perception littéraire sans concession ni vergogne. Désormais, le conte écrit, que ce soit chez Maupassant ou ses condisciples,
revêt son ultime insigne. En se débarrassant des contraintes et collègues, donc il y a 4 communications. Nous allons commencer avec une communication de Madame Zeynep Ali Ben Ali. Mais on ne peut la faire taire et sa voix est un rappel dans le silence. Le premier texte est l'essai de Fawzia Zouari, que certains connaissent ici, et qui a pour titre « Pour en finir avec Shahrazad ». Cet essai pose la patience, la noblesse du cœur, etc. Le conte libanais que nous avons choisi, les contes, pardon, puisque nous avons choisi 2 recueils, se divise donc en 2 parties. Le premier, collecté par Nathalie Zreb, au fin fond du Liban, ont été traduits par elle. Le folklorisme à la sexualité vont changer sous l'influence notamment au début du XXe siècle d'Arnold van Gennep, qui dans sa présentation des faits folkloriques, dans son manuel du folklore contemporain, qui est son grand œuvre, déplore, je cite, la suppression dans la plupart des traités même sérieux de folklore local de tout ce qui touche à la sexualité et à l'érotisme, comme si l'amour était identique à la... Les traits favorables à la création féminine devaient apparaître comme une incarnation vivante de cet Orient libéral où la femme est valorisée. Les nuits de Marbrus vont en outre changer la nature du féminisme lui-même. Le féminisme paradoxal et misogyne fin de siècle va céder la place à un féminisme plus assumé et plus serein, dans lequel les marques de la féminité, l'amour et la maternité sont reconnues et rehaussées. À la fin de la dernière histoire que lui raconte Sherazade, l'histoire d'amour du prince Jasmin et de la princesse Amande, Shahraya s'écrie plein d'admiration et de gratitude. « Ô Sherazade, comme cette histoire est splendide, tu m'as instruit d'or des déserts. » Et en vérité... C'est très difficile de l'oublier, il n'y a pas mieux que les jardins autour de Samarcande. Le figuier choisit les plus belles figues, il les mange, à midi s'installe à l'ombre fraîche du figuier pour faire la sieste. Et à peine fermé, il passe d'un jardin à un autre, tu es jeune, tu es brave, va à Alexandrie. Alexandrie, il y a un pont sur le pont, il y a un figuier sous le figuier. Alexandrie, il y a un pont, sur le pont, il y a un figuier, sous le figuier, un mendiant, sur le mendiant, il y a un trésor, va à Alexandrie, ce trésor pour toi. Si on vous met dans la tête l'idée d'un trésor, c'est très difficile de l'oublier, il n'y a pas mieux que l'État.